Los Golfos, quand il sort, quand il est tourné, c'est-à-dire 59-60, c'est un film qui prend en compte des éléments de la réalité espagnole de l'époque et rend compte également de formes de désœuvrement qu'il y a dans la jeunesse. C'est-à-dire que il me semble que le film, d'une certaine manière, pose la question du devenir de l'Espagne à ce moment-là, de Madrid, bien entendu, mais de l'Espagne en général, si l'on veut donner, disons, un regard et un contexte au film lui-même. Ça n'est pas d'ailleurs, enfin, ça n'est pas le seul film d'ailleurs qui s'interroge sur ça. On est un petit peu, si vous voulez, à la fin d'une période, et au début des années 60, à partir de 62-63, avec l'arrivée donc de García Escudero qui revient aux affaires cinématographiques, on a une sorte de temps un peu plat dans lequel vont être réalisés des films extrêmement importants pour le cinéma espagnol. Donc c'est le cas de Los Golfos. Et disons, si on veut étendre un petit peu cette période, ça commencerait avec l'arrivée de Marco Ferreri en Espagne, donc avec un film comme Le Pisito, qui est un petit bijou, un petit chef-d'œuvre d'humour noir, mais également un autre film de Marco Ferreri, peu connu, et qui est antérieur d'ailleurs aux Golfos, qui s'appelle Los Chicos, et qui est un constat néoréaliste beaucoup plus distancié que justement Los Golfos, qui pose, disons, la réalité de la toute petite bourgeoisie ou disons, d'une classe sociale limitée en moyens que l'on va retrouver dans ça, et avec des thèmes communs, avec par exemple la tauromachie, le rêve de la tauromachie, etc., que l'on va retrouver à la fois dans Los Chicos et dans Los Golfos. Et c'est intéressant parce que ces films sont tournés pratiquement de façon simultanée, avec une petite antériorité pour Los Chicos. Et évidemment ensuite, c'est pendant cette période, disons, que j'appellerais une espèce de fausse transition, où l'on va avoir Viridiana, bien entendu, en 61, et où on va avoir Plácido, qui est un des grands films du cinéma espagnol, donc de Luis García Berlanga, qui est là également, enfin, pour les Espagnols, c'est peut-être même le meilleur film, ou parmi les meilleurs films du cinéma espagnol, mais on a aussi cette période étonnante. On a même Diferente, qui est une sorte d'apologie de l'homosexualité en 61 en Espagne, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire à l'époque. Donc c'est une période assez étrange. Moi je dirais cette période qui va de 58 à 61-62, pendant 4 ans, 5 ans, toute une production de films tout à fait surprenants, des chefs-d'œuvre du cinéma espagnol, et justement, là-dedans, les débuts, on pourrait dire, de Carlos Saura avec Los Golfos. Débuts en long métrage, évidemment. Je faisais le rapprochement tout à l'heure avec Los Chicos, parce que Los Chicos participe de la même logique, hein, avec des acteurs non professionnels, etc. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui se passe, enfin, à la fin des années 50, ça c'est indéniable, et Los Golfos participe de ce frémissement, disons, dans le cinéma espagnol. Comprendre pourquoi le cinéma espagnol peut à ce moment-là réaliser des choses qui, au fond, pourraient déranger le système, je pencherais, mais vraiment c'est une hypothèse, je pencherais pour une raison qui viendrait de la censure elle-même. C'est-à-dire que le cinéma espagnol est un cinéma, jusque dans les années 60, sous le franquisme, qui ne connaît pas de censure. Attention, quand je dis il ne connaît pas de censure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte établissant la censure. Qu'est-ce qui est censuré, qu'est-ce qui n'est pas censuré? Or, tout cela développe une autocensure de la part des cinéastes, parce qu'évidemment, ils ne veulent pas, et des producteurs, ils ne veulent pas que on se lance à réaliser un film dont on ne pourra pas ensuite assurer une diffusion. Donc il y a eu un phénomène d'autocensure. Et comme les structures sont malgré tout, disons, non stabilisées, les censeurs changent, on passe de l'un à un autre, etc., je pense qu'il y a des failles dans le système. Alors, je pense que ça, c'est une des premières raisons qui fait que finalement des films, c'est le cas de Viridiana, où il y a manifestement une erreur colossale du régime. Enfin, comment pouvoir tourner un film pareil en Espagne sous Franco, etc. Enfin, ça paraît inimaginable. Bien, je pense vraiment qu'il y a cet aspect-là. Ensuite,
il y a cette mutation de l'Espagne au début des années 60, la fin des années 50. Donc cette mutation, ce désir de certains cinéastes d'arriver à montrer un peu la réalité espagnole. Alors, faut-il parler de néoréalisme dans le cas, par exemple, de Los Golfos? Je n'en suis pas totalement sûr. Je pense que ça participe d'un néoréalisme au même titre que Rocco et ses frères de Visconti participent aussi d'une forme de revival, comme on dirait, du néoréalisme à la fin des années 50. La question du réalisme dans le cinéma espagnol, elle s'est déjà posée dans les années 50, au début des années 50, où sous l'impulsion du directeur de la cinématographie de l'époque, donc García Escudero, il y a eu donc quelques tentatives de représentation de la réalité. Tout le monde sait qu'un cinéma qui se déroule dans un système ou qui se développe dans un système dictatorial évite de parler de la réalité, évite simplement parce qu'on le lui interdit. Et il est rare que l'on puisse avoir des témoignages précis, si ce n'est d'un cinéma clandestin, etc. Donc pour l'Espagne, dans les années 50, sous l'influence de García Escudero et sous l'influence double du cinéma italien et du néoréalisme, qui était un courant, comme vous le savez, qui est un courant qui a été rejeté par les autorités italiennes elles-mêmes après la guerre, eh bien, il y a une première tentative. Donc il y a quelques films qui représentent un peu, qui sont tournés dans les décors réels, etc. Je pense à Dia tras Dia d'Antonio del Amo, qui est tourné dans le Rastro de Madrid, le marché aux puces, où justement des gamins un peu voleurs, etc., enfin un peu ces golfos, mais de l'époque, se retrouvent donc dans cet univers cinématographique. À la différence, malgré tout, qu'il y a toujours dans ces films du début des années 50 un prêtre ou un religieux pour essayer de sortir ces enfants de leur contexte difficile, mais en même temps en les remettant dans le droit chemin. Il y a un autre film aussi très intéressant de ce côté-là, c'est Cerca de la Ciudad, près de la ville, qui participe de cette même logique. Mais l'intérêt d'un film comme Los Golfos, c'est qu'à 7, 8 ans, 9 ans plus tard, évidemment, les prêtres ont disparu. Je ne pense pas que, de toute façon, Carlos Saura en aurait mis un. C'était peut-être pas dans ses objectifs premiers. Mais ce qui est vrai, c'est que Los Golfos va parler de la réalité sans cette médiatisation qu'on pouvait avoir dans les années 50. Donc là, il est clair qu'on parle de cette réalité. Mais le problème, c'est que peut-on longtemps parler de la réalité en Espagne ? En tout cas de façon frontale, disons, je parle de Los Golfos, ce film, je parle de frontalité dans une forme de réalisme parce qu'il n'est pas médiatisé par l'humour. Évidemment, Ferreri, Buñuel et d'autres, en passant par l'humour, vont pouvoir parler de la réalité. Un peu plus tard, un film comme Le Bourreau, qui est aussi un des films extraordinaires, un film sur la peine de mort, contre la peine de mort en Espagne en 1963, il n'y a pas un film au monde et une cinématographie au monde qui réalise quelque chose d'aussi violent, mais on passe par le biais de l'humour, ce qui fait qu'on arrive plus facilement à glisser un message ou un discours dans ce genre de choses. Tandis que dans le cas d'un film comme Los Golfos, il est clair qu'on rentre directement en contact avec la réalité, et avec une réalité délicate, difficile, où il y a des morts, où il y a une violence. Le titre Los Golfos, c'est quand même les voyous, c'est-à-dire des gens qui sont marginalisés ou qui se marginalisent dans une Espagne où officiellement ça n'existe pas. Savoir si Los Golfos est un film qui représente la réalité de 1959-60, il faudrait évidemment pouvoir avoir vécu à un âge de raison que je n'avais pas à l'époque, d'une part, mais je dirais qu'il y a une part de réalisme dans le film, indéniable. Je pense aussi qu'il y a des éléments de dramatisation, c'est-à-dire que c'est un film qui à la fois, c'est pour ça que le néoréalisme peut être utilisé, mais je pense qu'il y a aussi une volonté de dramatisation,
que l'on voit dans différentes séquences, enfin, que ce soit la mort de l'un des personnages, que ce soit les scènes aux arènes de tauromachie, où le jeune n'arrive pas à tuer le taureau et où on s'attarde assez longuement sur le taureau ou taurillon, enfin le petit taureau en tout cas, qui est en train de mourir hein, dans l'agonie du taureau. Donc là, on peut parler de dramatisation. Et si j'ai déjà fait le rapprochement avec Los Chicos, c'est que là, dans Los Chicos, il y a alors là, absolument un réalisme ou un néo-réalisme, c'est-à-dire il n'y a pratiquement aucune dramatisation. Alors que Carlos Saura dramatise à certains moments donnés. Je revois bien ces images où on a une situation donnée et automatiquement on va glisser vers une densification. La dramaturgie ne signifie pas la caricature. Et je crois que par rapport au cinéma qui pouvait exister à l'époque, celui qu'on appelait des folclóricas, c'est-à-dire ces chanteuses, très souvent, c'était au féminin, qui interprétaient du flamenco, j'allais dire pratiquement pour touristes, j'exagère, mais un peu pour touristes, il y a quand même une marge. Les scènes de tauromachie, même dans le film de Los Golfos, c'est pas du Ernest Hemingway non plus. Hein. Je pense qu'on est avec quelque chose qui est beaucoup plus intériorisé par Carlos Saura. Et ça, c'est je crois, une des réussites de pouvoir parler de l'Espagne, de pouvoir parler d'éléments constituant la culture espagnole, ou andalouse, enfin, selon les cas, mais en tout cas de la péninsule, de savoir le faire, de savoir le montrer cette Espagne, mais en même temps, de ne pas tomber ni dans un pathos d'un côté, ni dans la caricature de l'autre. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, loco. No se hagan berra, hombre. Ya te vas a hacer el avión, Buah, ¿verdad? siempre igual jugando, vamos, no sé. Si lo hubiera hecho otro... ¿Pero qué pasa? Nada, que siempre está jugando. Ah, mira un chaval aquí. Menudo. Venga, que estamos por la muerte que peña. Que no quiero verte con estos golfos. Separaros. Vámonos, preguntar, chicos, señora. Ah, no le pega usted. Il y a dans le cinéma de Carlos Saura un intérêt pour la jeunesse, je dirais pour l'enfance. Un de ses plus gros succès, c'est quand même Cría Cuervos avec une enfant, mais aussi pour l'adolescence. Donc le rapprochement entre Los Golfos et le film Deprisa, Deprisa, Vivre vite, voire des films comme Taxi ou Dispara, il y a effectivement un intérêt dans le cinéma de Carlos Saura pour cette frange de l'adolescence, ce moment entre l'adolescence et l'âge mûr, les vitelloni, comme aurait dit Fellini, à une époque d'ailleurs à peu près à la même époque, hein, finalement. Et il y a aussi un phénomène, et ça me semble intéressant d'en parler, même si ce que je vais dire peut constituer en soi un anachronisme, ça ne l'est pas en réalité. Dans les années 60, nous sommes en train d'assister à un phénomène très singulier d'urbanisation des grandes métropoles, comme Madrid. Il y a beaucoup de films qui parlent de la question simplement du logement. El Pisito en parle, mais El Inquilino en parle, mais dans le film Le Bourreau, El Verdugo, on en parle aussi. C'est-à-dire qu'il y a une question la question du logement se pose dans ces années-là, parce qu'il y a des villes qui sont en train de grossir. Alors Madrid grossit énormément parce qu'il y a une politique qui cherche à contrebalancer le poids de Barcelone et à faire vraiment de Madrid la capitale. Donc on va gonfler sa population et donc on va développer des bidonvilles, etc. Mais ce que touche le film de Carlos Saura, Los Golfos, et qu'il reprendra ensuite en 80, c'est la question de cette délinquance, puisque le film parle aussi de gamins délinquants, hein, de cette délinquance qui va surgir à la fin des années 50 et au début des années 60, et dont on va même, alors assez curieusement, il y a même un mot qui lui est attaché, j'ai pu le repérer dans la presse espagnole aux alentours de 1963, donc le mot devait déjà exister avant, ce qu'on appelle los kinkis. Bon, et ces kinkis, ce sont ces jeunes, on dirait de banlieue chez nous, de zones, dans des zones, etc., qui sont des délinquants, et qui, curieusement, vont donner un genre cinématographique dans les années 70-80 auquel on peut rattacher
Deprisa, Deprisa, mais auquel on rattache évidemment les films d'un cinéaste comme Eloy de la Iglesia et d'autres, où il y a tous ces jeunes, cette population délinquante qui est représentée. Et de ce côté-là, on pourrait dire que Los Golfos est un peu, ou pourrait être un précurseur de ce phénomène-là. Les villes sont intéressantes dans leur frange. Ce n'est pas les centres-villes qui bougent beaucoup. On ne va pas détruire les cathédrales des centres-villes. En revanche, c'est dans la frange que se construit la ville. Donc, nécessairement, c'est là où il y a du bouillonnement et c'est là où on va puiser aussi. Le créateur peut puiser, et c'est le cas de Saura. Je crois quelque chose qui est un vrai phénomène à l'époque. La ville, Madrid, on a déjà dès les années 50 ce que l'on appelle, enfin, ce qui sera l'exode rural. C'est très intéressant de comparer, par exemple, d'une part, un film comme Surcos, qui montre une famille venant de la campagne et arrivant en ville, donc le film typique de l'exode rural, avec la vision de la ruralité que l'on va avoir dans les années 60, qui est beaucoup plus négative. En tout cas, dans laquelle, enfin, il y a un film célèbre qui est La ville n'est pas pour moi, hein, qui est l'histoire d'un paysan qui arrive en ville et qui effectivement va se retrouver en butte avec un monde qu'il ne comprend pas. C'est un film comique, mais ça montre bien déjà à ce moment-là que la ruralité a un peu disparu, enfin en tout cas, elle a reflué un petit peu par rapport à l'univers urbain. Donc une ville comme Madrid, dans des films comme cela, on peut suivre, disons, cette progression, cette importance progressive de Madrid, qui a été impulsée, et là, je pourrais apporter des témoignages personnels, puisque une partie de ma famille est donc née près de Madrid, et dans la route qui conduisait de Getafe, qui est une ville à 12 km dans la banlieue madrilène jusqu'à Madrid, vous aviez des bidonvilles. Pendant des années et des années, j'ai vu moi-même des bidonvilles dans ces zones-là, que l'on va trouver d'ailleurs aussi dans un des romans les plus importants de l'époque, qui est Tiempo de Silencio, époque de silence, temps de silence, qui est une des œuvres majeures de la littérature espagnole, dont une partie importante se passe justement dans ces zones, dans ces bidonvilles, dans ces lieux où l'on cultive des rats. Enfin, il y a tout évidemment une symbolique derrière ça tout à fait significative. Mais là, on a quelque chose qui interroge l'Espagne dans les années 60, cet accroissement de la ville, ses difficultés, etc. Et curieusement, on trouve encore, parler d'Almodovar, mais quand on voit le film Femme au bord de la crise, Femme au bord de la crise de nerfs, on retrouve la ville et ses marges. C'est très intéressant de voir comment l'un des personnages, Candela, déverse dans une espèce de décharge publique, mais qui se trouve aux alentours de la ville, les armes des fameux chiites qui ont abusé d'elle, dit-elle, dans un moment toujours comique, comme on le trouve souvent chez Almodovar. Donc cette question de la frange est une question, elle est un peu éternelle, je pense. Je pense que la frange entre la ville et la périphérie est quelque chose, et ensuite la ruralité, ce sont des lieux dans lesquels la ruralité n'est pas totalement terminée. Et c'est vrai que l'on a quelque chose dans Los Golfos ou dans d'autres films où on a cette présence un peu indirecte, mais de cet accroissement de la ville qui est en train de se construire. On ne sait pas vers où, en fait. Quand on arrive en ville, il y a deux choses. C'est-à-dire, quand on arrive en ville, on peut avoir ses racines, on va rechercher ses racines. Mais quand on est de la ville et que ces racines ne sont pas construites, les gamins que l'on a dans Los Golfos sont pas tellement enracinés. C'est-à-dire, il y a une ville qui est en train de croître, etc. Alors, bien sûr, il se rattache aussi à quoi? À la tauromachie ou à ce flamenco que l'on entend. Mais on entend aussi il faudrait bien réécouter le film, mais il y a quelques éléments de jazz aussi, enfin de musique un peu de la fin des années 50, hein, ce qui est très important parce que ça rattache à toute l'utilisation des jazzman américains qui, n'étant plus recrutés sur le sol américain, venaient en France, et bon, des films comme
enfin tous les films, partie des films de la Nouvelle Vague, on a droit à beaucoup de jazz. Là, il y en a aussi un petit bout à un moment donné, quelque chose de jazzy, autant que je me souvienne, et qui effectivement rattache aussi à un contexte, disons, culturel. Quand on parlait tout à l'heure, au fond, de phénomènes qui se passaient ailleurs, sous des modalités différentes, évidemment, en Italie, en France, etc., et même aux États-Unis, je me demande si ce n'est pas finalement des mondialisations sans qu'on le sache à l'époque. C'est-à-dire qu'au fond, arriver en ville, c'est un phénomène commun à tous les jeunes de toutes les banlieues du monde. Pourquoi aujourd'hui il y a des cultures communes de banlieue en Espagne, en France, etc. Pourquoi on reprend des musiques, etc. Parce qu'au fond, on vit la même situation. On vit la même situation. Et je crois que les gamins, enfin les jeunes hommes ou les adolescents de Los Golfos sont ces gens aussi déracinés. Ils sont porteurs de ce déracinement, je crois. Il y a une chose quand même qui est intéressante aussi, c'est qu'il ne faudrait pas oublier, alors sous des modalités bien sûr différentes, mais il ne faudrait pas oublier, je crois que dans les années 50, le problème de la violence et le problème de la délinquance des jeunes, en général, est aussi présent dans le cinéma nord-américain. Graines de violence, qui est quand même un film fondamental là-dessus. Et d'une certaine manière, avec bon, l'écho et le romantisme que l'on y voit aujourd'hui, mais certains films de James Dean. Hein, c'est-à-dire que, même sur les quais, hein, cette jeunesse qui se cherche, qui s'interroge, etc., finalement est présente. Alors, je ne dis pas que ce soit dans la filiation exactement, mais Graines de violence ou des films comme ça ont quelque chose à voir. Donc au-delà même de l'Europe dont on parlait tout à l'heure, je pense que même au-delà, les années 50 sont aussi des questionnements pour des jeunes qui sont en train, au fond, la génération qui naît après la guerre et qui se trouve dans une situation n'ayant pas vécu en gros les guerres ni mondiales ni celle d'Espagne. Mira, Torito. Mira. Hola. Hola, Toño. ¿Qué hay, Toño? Mira, toro bonito. Pero, muy bueno. ¡Juan! ¡Juan! Ahora voy, Toño. Mira. La question un peu qui est toujours cruelle dans le cinéma espagnol, que l'on trouve ailleurs, mais peut-être plus dans le cinéma espagnol, c'est cette question, je crois, de l'archétype, du stéréotype, de la caricature. C'est vrai que le régime franquiste a utilisé pendant très longtemps la tauromachie, le folklore, les petits gamins chanteurs. Moi, j'ai fait ma thèse sur Joselito, donc j'ai eu droit à toutes ces petites bestioles qui chantaient dans les films en s'égosillant, etc. Mais c'est toute une mode. Pendant 10 ans, il y a eu ça dans le cinéma espagnol. Donc, pendant qu'il y a Los Golfos, en même temps, il y a Joselito qui chante ici, en Amérique, ailleurs. On assiste à la naissance artistique de Marisol, qui sera une figure aussi, une actrice importante par la suite. Donc, on a aussi un autre cinéma. Évidemment, on est à des années-lumière. Cette production qui a un énorme succès, pour vous donner une idée, Joselito, en 1963, c'est le 3e acteur en France. Dans le classement, il y a un, je ne sais plus qui, 2, et 3, c'est Joselito. Aujourd'hui, on l'a bien oublié, mais à l'époque, l'Espagne se vendait à travers Joselito ou des films de cet ordre-là, ou du cinéma folklorique. Donc effectivement, c'est difficile d'essayer, il tente, et il y arrive, mais d'essayer de trouver une authenticité à la fois dans les éléments de flamenco et dans la tauromachie, qui ne soit pas ce que Machado appelait la España de charanga y pandereta, l'Espagne pour les touristes, pour le folklore, etc. Donc il y a effectivement de ce côté-là, dans
dans la production espagnole un film comme Los Golfos qui détonne évidemment, détonne pour de multiples raisons que l'on a déjà évoquées, mais aussi parce que par rapport à la production, c'est pas ce que l'on voit sur les écrans en Espagne. Quand on est historien, quand on réfléchit à quelque chose, on est bien obligé de se poser la question de savoir si l'Espagne de 1939 est la même que celle de 1951, celle de 51 la même que celle de 59, celle des Golfos, et celle de 59 la même. Et je crois que la réponse, elle est clairement non. Le franquisme, j'allais dire, par sa propre nature, c'est-à-dire ce régime qui n'est pas basé sur une idéologie fixe et qui va au fond jouer des situations, une sorte de régime lancinant qui s'adapte aux situations. Et c'est pour ça qu'il va tenir finalement, parce que sans lâcher sur un certain nombre de points, en particulier sur les libertés individuelles, c'est un régime qui va essayer de s'adapter au monde. Et donc il tiendra 30 ans, 40 ans, sans finalement beaucoup de difficultés. Il n'y a pas beaucoup d'opposition. Il y en a au début, jusque dans les années 50, mais autrement c'est un régime qui ne connaît pas le dictateur est mort dans son lit, il n'y a pas eu de bunker, il n'y a pas eu de... Donc d'une certaine manière, le cinéma qu'on va réaliser à la fin des années 50, c'est un cinéma qui n'est pas en accord avec l'idéologie dominante, c'est une évidence. Carlos Saura n'est absolument pas franquiste, c'est un combattant de l'intérieur. Mais en même temps, peut-on, quand on est censeur et qu'on censure depuis 20 ans, 30 ans le cinéma, ou 20 ans en l'occurrence, peut-on rester sur des positions totalement figées ? Ce qui se passe en réalité, et c'est sans doute là où les choses sont beaucoup plus biaisées, c'est que les films qui sont tournés comme Los Golfos ou d'autres à cette époque-là ne reçoivent aucune aide. Ce sont des films qui restent dans le placard. Ce sont des films qui ne sortent que 2, 3, 4 ans après, quelquefois qu'on ne voit même jamais à l'époque et qui sont sortis pour la première fois à la télévision bien des années après. Donc si vous voulez, ça sert à quoi de montrer, pour le franquisme, qu'au fond, Carlos Saura montre une réalité, c'est une chose. Mais si on fait tout pour que ce film-là, ou d'autres similaires, soit peu vu, ait une diffusion limitée, alors certes, il y a le Festival de Cannes, certes, mais ce n'est pas la réalité de tous les jours. Les circuits de diffusion en Espagne sont extrêmement compliqués, contrairement au système français, finalement, encore aujourd'hui, mais en tout cas sous le franquisme. Vous pouviez voir un film à Barcelone, et finalement ne pouvoir le voir à Madrid que 4 ans après. Parce que les distributeurs, il n'y avait aucun réseau organisé, donc chacun distribuait, ce n'était pas les exploitants pratiquement qui étaient distributeurs, mais enfin, à quelque chose près, c'était un petit peu ce qui se passait. Donc des films sortaient à Barcelone, on ne les voyait pas, ou des films, etc., etc. Donc ce qui fait qu'au fond, ces films-là avaient une diffusion limitée, on faisait tout pour la limiter, de toute façon. Donc au fond, une fois qu'on avait tout fait pour, bon, cela dit, malgré cela, et le propre Carlos Saura ne pourra pas continuer dans cette voie. Il sera obligé il va abandonner tout de suite, en réalité, puisque son deuxième film est inscrit dans une époque historique différente, Llanto por un bandido, et en 65, il tourne La Chasse, mais qui est évidemment une parabole, une image où tout le monde peut décrypter la guerre civile, mais comme finalement on ne parle pas directement de la réalité, que l'on passe par le filtre de la métaphore, etc., au fond, on laisse faire. Là, vous savez qu'une des rares censures, je ne sais pas, c'est un détail anecdotique, mais je pense qu'il est intéressant, la censure sur le film La Chasse, il a porté sur le titre. Parce que le titre que voulait Carlos Saura, c'était La chasse au lapin. Or, il faut savoir qu'en espagnol, le lapin, c'est le sexe féminin. Donc, la crainte des censeurs, c'était que le titre pût passer pour un film érotique, La chasse au lapin. Bon, vous imaginez, vous n'avez qu'à transposer, vous verrez ce que ça donne en français. Donc, du coup, on a interdit La chasse au lapin et c'est resté La chasse. On a coupé la fin de ce titre prévu par Saura. Ce qui fait qu'en fait, le titre est bien meilleur, La chasse, parce qu'il donne alors du coup un écho au film beaucoup plus important que si ça avait été La chasse au lapin, ou La chasse du lapin.
Donc voilà, mais il ne va pas pouvoir revenir, et ça c'est une des choses sur lesquelles j'avais eu l'occasion de travailler. Ce qui est très étonnant chez Carlos Saura, quand je l'avais rencontré, je lui en avais parlé, c'est que en réalité, il va se mettre dans un cinéma métaphorique que tout le monde connaît, que ce soit Anne et les loups, que ce soit les personnages même d'Ancli Aqueros, etc. Un cinéma allusif, un cinéma qui ne parle pas de la réalité. Et chose curieuse, même après la mort de Franco, il ne pourra pas parler de la réalité espagnole, de l'époque du franquisme, de l'époque des années 80, il pourra le faire avec justement Vivre vite. C'est-à-dire qu'au fond, Vivre vite, c'est au fond son premier film où il va revenir à la réalité espagnole. Alors j'allais dire là, avec une distance et une dédramatisation, en tout cas me semble-t-il, par rapport au Golfos. C'est un film qui est beaucoup plus brut, hein, violent, très violent, mais on lui a reproché, je trouve que c'est un reproche qui n'a pas lieu d'être, dans le Déplissa, il met à distance ce qu'il observe, comme il le fera d'ailleurs avec le flamenco à peu près en même temps. Hein. Il y a une sorte de caméra-regard, il pose ça, il pose devant. Dans Los Golfos, je pense que c'est quelqu'un qui se sent plus impliqué, donc je sens une caméra, je sens un scénario, je sens une dramaturgie plus présente, parce que ce qu'il est comme individu, c'est son premier film aussi, il s'implique, me semble-t-il, davantage. Carlos Saura, c'est un peu une énigme en Espagne. C'est une énigme, surtout quand on vit en dehors de l'Espagne. C'est un cinéaste mal aimé. Les Espagnols, d'ailleurs, sont toujours en train de critiquer leur cinéma. Ça a été le cas pour Almodóvar. C'est sorti de Buñuel, mais bon, parce qu'on ne touche pas à Dieu, simplement. Mais Carlos Saura a eu à souffrir, alors évidemment du franquisme, bon, j'allais dire légitimement, puisqu'il faisait un cinéma anti-franquiste, en tout cas qui s'opposait au franquisme. Donc on peut comprendre. Mais il a souffert après. On lui a même plaqué un peu une phrase qui était utilisée par ailleurs par la gauche espagnole pour parler de l'époque franquiste. Je ne sais pas si vous savez, les tenants de l'Ancien Régime, les fascistes, etc., disaient, après la mort de Franco, on vivait mieux avec Franco. Et la gauche a développé une sorte de contrepoint à cette phrase qui disait on vivait mieux contre Franco. Et c'est un peu le reproche que l'on a fait à Saura. Finalement, il vivait mieux contre Franco. Tant qu'il était l'opposant du régime, il avait quelque chose à dire. Et puis du jour où il n'y a eu plus de régime, il n'avait plus rien à dire. Moi, je suis farouchement contre cette idée. Simplement, bon, il s'est adapté aux circonstances, il a une carrière. Et son œuvre après 80, enfin 75, mais après des instants de flottement, il y a peut-être un ou deux films sur lesquels il y a une baisse de régime, on pourrait dire, mais à partir des années 80, il fait un cinéma dans d'autres directions, mais qui est un cinéma splendide. Carlos Saura, c'est un des plus grands techniciens de cinéma en tant que réalisateur, c'est un type qui connaît la technique comme personne, et puis c'est un type qui sait aussi travailler comme le faisait Buñuel. Il sait travailler à l'économie, c'est-à-dire que si on lui dit tu tournes ton film en 3 semaines, il mettra 15 jours. Alors, vous savez très bien que pour un producteur, c'est génial. Un type qui... Buñuel, il faisait ça au Mexique, on lui disait 1 mois de tournage, et il revenait au bout de 3 semaines, il dit ça y est, le film est fini. Donc forcément, c'est un cinéaste qui n'a cessé de tourner, et dont l'œuvre est quand même relativement bien distribuée en France, parce que même si ces films ont des distributions quelquefois relativement confidentielles, il a, me semble-t-il, une très bonne diffusion en DVD, etc.,
pas très longtemps dans une grande surface ou je ne sais trop où, j'ai vu son dernier film, enfin, donc voilà. Mais il y a une résistance à reconnaître l'importance de Carlos Saura, et je regrette vraiment qu'il n'y ait pas un hommage, un véritable hommage important qui soit rendu à un cinéaste de cette nature et de cette importance. Donc, Los Golfos a été reconsidéré, a été un film qui a été reconsidéré avec le temps, bien entendu. C'est sans doute cette période qui est la moins critiquée par les Espagnols. Ça, la chasse, cette période-là, on la tolère assez. Bon, après, ça devient plus compliqué, la reconnaissance française à travers Géraldine Chaplin aussi, enfin cette internationalisation. Et puis après, n'en parlons même pas, quoi. Enfin, là, après, je pense que la France aussi a été assez dure avec lui. Elle l'a un peu oublié, et je pense qu'il serait temps qu'on se souvienne que c'est quand même un grand cinéaste.